Bienvenue sur Parole de leader, je suis Jean-Philippe Daniel et je vous propose aujourd'hui une conversation sur un sujet qui connaît malheureusement une actualité assez brûlante, qui est celui de la haine en ligne. Et on va parler plus précisément des moyens qui sont mis en place pour lutter contre cette haine en ligne. Pour parler de ce sujet, notre invité c'est Élise Fajles, qui a été élue locale à Paris dans le 10e arrondissement, puis députée de la 5e circonscription de Paris et qui est aujourd'hui secrétaire générale de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Bonjour Élise. Bonjour Jean-Philippe. Donc Élise, ma première question va être très simple. La DILCRA, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment et comment ça intervient sur ces sujets? Alors la DILCRA, comme son nom l'indique, est une délégation interministérielle qui avait été créée au départ sous la tutelle du ministre de l'Intérieur en 2012 et depuis 2014 qui a pris un peu plus d'ampleur en étant placée sous la tutelle du Premier ministre désormais. Donc on pilote l'ensemble des politiques publiques sur ces sujets, donc de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. En gros, on sert à faire vivre dans ce pays via les politiques publiques un des termes de notre triptyque républicain qui est peut-être celui qu'on connaît le moins bien, qui est la fraternité. On a deux plans. Un plan de lutte contre la haine anti-LGBT qui est le deuxième plan là très récent qui a été adopté là il y a quelques semaines, présenté. Donc deuxième plan après un qui venait là à sa fin, et puis un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, celui qui est actuellement en cours arrive à sa fin aussi. On va pas tarder à l'évaluer. Il avait été porté en 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe, et puis on va l'évaluer et puis on va en préparer un autre pour 2021. Donc il y a un certain nombre d'objectifs, mais on travaille dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation, de la culture, du sport, de la justice, de la police. On forme les policiers et les magistrats notamment à ces sujets-là, ces enjeux-là. Et puis également, on accompagne un certain nombre d'associations, près de 900 projets associatifs qui maillent tout le territoire, donc soit des associations, ça va de tout petits projets des associations locales via un appel à projets auprès des préfectures, ou des grandes associations nationales comme SOS Racisme, la LICRA, SOS Homophobie. Voilà, on a un budget pour accompagner ces associations. Donc vous faites par exemple des sessions de sensibilisation à tous ces sujets auprès des associations? Alors non, nous on accompagne des associations qui sont actives dans ces domaines. D'accord. Les associations qui elles-mêmes ont des projets, notamment contre la haine en ligne, on en parlera certainement un peu plus tard, mais qui font des interventions en milieu scolaire, qui font des spectacles, qui font, je vous parlais du sport, mais il y a beaucoup de sensibilisation au racisme ou à l'homophobie dans le sport. Donc il y a tout un tas d'associations qui ont des projets locaux, par exemple dans la lutte contre la haine anti-LGBT, il y a une grande Pride qu'on connaît depuis de nombreuses années à Paris, mais il y a des Prides qui se montent un peu partout sur le territoire et c'est extrêmement important, par exemple, de lutter contre la haine anti-LGBT en milieu rural. On a des associations spécifiques partout sur le territoire, là où ça paraît moins intuitif. Et évidemment, je vous parlais de spectacles ou d'accompagnement de la jeunesse dans des MJC, etc., un peu partout sur le territoire. Et puis, quand on parle des grandes associations, on les accompagne sur des projets spécifiques. Par exemple, SOS Racisme fait des projets avec l'UEJF dans les universités d'écoute et de meilleure connaissance entre les étudiants arabes, musulmans ou non, et les étudiants juifs qui se connaissent pas, qui se fréquentent pas, qui souvent s'aiment pas. Donc voilà, on a ce type d'actions qu'on accompagne, on les subventionne. Et puis quand on dit qu'on les accompagne, on travaille au plus près avec eux, mais notamment des musées, l'Institut du monde arabe par exemple, on travaille avec des grandes institutions comme avec des petites associations qui ont des projets de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, contre les discriminations, et puis pour le fait de faire vivre, comme je vous le disais, ce beau concept de fraternité. Ok, donc on va se recentrer un petit peu sur le sujet de la haine en ligne. On s'aperçoit depuis quelques années que les réseaux sociaux notamment, et Twitter ou même Facebook, mais Twitter en particulier, sont aussi devenus des déversoirs d'insultes, de menaces, de haine, que c'est un phénomène qui est certainement très difficile à quantifier, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Quels sont les dispositifs qui sont aujourd'hui en place pour essayer de le contrôler? Alors aujourd'hui, il y a une loi en France qui a été adoptée en 2004, qui est la loi pour la confiance dans une économie numérique, et qui donne quelques directives, on va dire, aux plateformes, par exemple, pour modérer
les contenus qui seraient contraires à la loi pour également retirer ces contenus. Il se trouve que quand je vous dis contraire à la loi, c'est aussi un des dispositifs législatifs pour lutter contre la haine en ligne, c'est que la liberté d'expression en France, elle n'est pas absolue, elle est limitée aux atteintes à la dignité humaine, par exemple, c'est-à-dire que lorsque il y a des propos injurieux, diffamatoires, des appels à la haine, à la violence en raison du sexe, en raison de l'origine, en raison de l'ethnie, de la religion, de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle, eh bien tout ça, ce sont des délits. Quand on dit que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est pas des opinions, c'est des délits, ça va un peu vite. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. En revanche, l'expression est un délit. Donc c'est déjà censuré par la loi, mais ça doit l'être en ligne comme hors ligne. C'est-à-dire que ce qu'on n'accepte pas lorsqu'il y a des tags qui sont racistes ou antisémites ou homophobes dans la rue, lorsqu'il y a des insultes dans la rue, lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, c'est-à-dire que quand on va attaquer quelqu'un et qu'on peut voir une circonstance aggravante de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, bah écoutez, ça doit être interdit également sur Internet. Donc ça, bien, ça doit s'appliquer. Et la loi 2004 est pour le moment celle qui s'applique. La loi contre la haine en ligne, la loi contre la cyberhaine qu'on appelait aussi loi Avia, cherchait à rendre plus efficace la loi de 2004, parce que depuis 2004, évidemment, ça s'est multiplié, les opérateurs se sont diversifiés, les contacts sur Internet, la fréquentation des réseaux sociaux s'est évidemment intensifiée, et puis corrélativement, la haine en ligne aussi s'est intensifiée. Donc c'est pour ça qu'il fallait certainement rénover un petit peu ces dispositifs. Elle a été en grande partie censurée, on va certainement en reparler, donc c'est pour le moment toujours la loi de 2004 qui s'applique et qui fait référence à la loi de 1881 dont je vous parlais, qui limite la liberté d'expression aux atteintes à la dignité humaine. Pour être plus précise même, je vous parlais de ces atteintes, donc de ces propos racistes, homophobes, sexistes aussi, ces appels à la haine. Il y a aussi tout ce qui sont censurés aussi les propos d'atteinte, de négationnisme, donc négation des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes d'esclavage. Donc, on ne peut pas tenir de tels propos. Ce sont des délits en ligne comme hors ligne. Voilà. Dans les dispositifs, tu viens de nous dire que la loi dite Avia avait été largement retoquée par le Conseil constitutionnel, mais dans les dispositifs qui restent, il y a la création d'un observatoire de la haine en ligne. Qu'est-ce qu'on attend de cet observatoire et comment il va fonctionner ? Alors l'observatoire, c'est un dispositif qui est extrêmement important. Il a été mis donc sous contrôle en fait du CSA. C'est le CSA qui l'organise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en assure le secrétariat. Et en réalité, il réunit tous les opérateurs. Donc il y a à la fois des associations qui travaillent contre la haine en général, donc je parle donc les grandes associations, il peut y avoir, comme je parlais de la LICRA, d'SOS Racisme, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a le CRIF, il y a un certain nombre d'associations qui œuvrent contre la haine en ligne au quotidien. Il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ces thèmes-là. Les think tanks, par exemple, Renaissance numérique. Je vous parlais d'associations. Il y a des associations qui font de la sensibilisation auprès des établissements scolaires comme Génération numérique, comme Respect Zone. Il y a les institutions publiques, ministère de l'Intérieur, de la Justice, la DILCRA y participe. Et donc, c'est de mettre tout le monde autour de la table, autour d'objectifs qui est de quantifier la haine en ligne, de mieux connaître le phénomène. Donc, il y a des groupes de travail, il y a 4 groupes de travail. Donc, un groupe de travail, donc, comme je le disais, donc pour mieux connaître le phénomène et les contenus haineux, parce qu'ils sont très divers et puis c'est très, ça mute comme phénomène. Donc, il y a les propos dont je vous parlais qui sont clairement racistes, antisémites, qui sont sexistes, qui sont des appels à la haine, qui sont anti-LGBT, mais il commence à y avoir aussi beaucoup de propos complotistes. On l'a vu à la faveur du confinement et de la crise sanitaire, ces propos complotistes qui évoluent énormément, des propos satanistes, des fake news, des choses très paranoïaques, des délires paranoïaques, etc., et qui peuvent complètement naître à la faveur d'une crise. Donc, il faut qu'on connaisse mieux ces phénomènes. Il y a un groupe de travail sur l'analyse des mécanismes de diffusion et des moyens de lutte, parce qu'il y a à la fois des haters qui sont isolés,
qui sont tout seuls devant leur ordinateur. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a aussi des groupes très organisés. Il y a des trolls professionnels. Il y a des faux comptes organisés, parfois qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est important de les connaître. Il y a des réflexions autour de la définition de notion de contenu haineux, parce que tout le monde n'a pas la même définition de la liberté d'expression. On le voit notamment en Europe. Tout le monde n'a pas la même définition. Et beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions au moment de justement de la loi Avia sur des contenus manifestement illicites, mais aussi des contenus gris. Lorsqu'on appelle à la haine, lorsqu'on a des propos négationnistes, par exemple, il y a des choses qui sont très claires, de dire que la Shoah n'a pas existé, ça c'est négationniste. Quand on dit sale noir, sale pédé, ça c'est un contenu haineux, faut parler clairement. Mais parfois, il y a des propos diffamatoires, il y a des propos qui sont ce qu'on appelle des contenus gris, et il faut avoir l'intervention d'un juge. Donc il y a un groupe de travail qui va réfléchir sur la définition de contenu haineux, et puis il y a un groupe de travail sur la prévention, l'éducation. Ça, c'est extrêmement important. L'accompagnement des publics. Donc, je crois que je vous ai parlé des 4 groupes de travail. Donc, ce qui est important aussi, et je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure dans les personnes qui sont dans l'observatoire, il y a évidemment les plateformes qui sont là. Donc, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a YouTube, etc. Donc, il y a des représentants de ces plateformes. C'est que les gens, en dehors d'un débat polémique, d'un débat politique, c'est que de pouvoir se parler. Donc, avoir des livrables, c'est-à-dire quantifier la haine en ligne, la définir, faire des propositions sur l'éducation, sur la sensibilisation, mais aussi se parler. Par exemple, quand il y a des problèmes de modération, je vais vous donner un exemple clair. Quand il y a eu le tweet d'un ancien Premier ministre malaisien qui disait, après l'attentat contre Samuel Paty, qui disait qu'en France, c'était des chiens bâtards, c'était clairement un appel à la haine, ce tweet est resté très longtemps en ligne. On comprend pas ça. L'intérêt dans les groupes de travail de l'Observatoire, c'est d'interroger Twitter, par exemple, et Twitter va faire une présentation pour expliquer ses moyens de modération. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, comment on modère, pourquoi on retire pas. Après, on est satisfait, on n'est pas satisfait. Mais c'est le rôle de l'Observatoire. Et puis, si derrière, il doit y avoir un travail législatif, et d'ailleurs, en France comme en Europe, continue à y travailler. S'il doit y avoir des saisies et des plaintes des associations, certes, mais en tout cas, dans l'Observatoire, on va essayer de mieux comprendre comment ça se passe et de se parler. Donc ça fait partie des choses qu'on va essayer de creuser un petit peu, Élise. La première chose sur la modération, oui. Une des mesures envisagées pour renforcer les dispositifs existants, ça concerne le renforcement des obligations de modération par les plateformes. Tu as parlé un petit peu de l'enjeu. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où on en est des efforts que peuvent faire les plateformes pour assurer une forme de modération des propos qui sont tenus sur ces mêmes plateformes ? Alors c'est une question importante, c'est le nerf de la guerre d'une certaine manière, parce que je vous parlais de la loi de 2004 tout à l'heure. La loi de 2004, elle fixe des obligations de modération aux plateformes, mais par contre, il n'y a pas d'obligation en termes de transparence des moyens qui sont mis en œuvre. Donc en réalité, on ne sait pas bien pour toutes ces plateformes combien il y a de personnel affecté à la modération. On ne sait pas bien quels sont les algorithmes qui sont mis en place, donc parce qu'on sait qu'il y a de la modération qui est faite par algorithme, mais il faut aussi nécessairement une modération faite par des humains, parfois, notamment pour l'analyse des contenus gris dont je vous parlais, et puis pour éviter justement de la surcensure. Donc c'est important qu'il y ait des moyens humains, et ça on ne le sait pas. Donc c'est vrai que la loi Avia demandait des contraintes très fortes en matière de modération pour savoir quels étaient les moyens qui étaient mis en place, et tout ça devait être contrôlé par le CSA. Bon, ça a été censuré. Je sais que, par exemple, actuellement, la Commission européenne prépare un texte où il va y avoir des obligations, donc revenir là-dessus, des obligations très fortes en matière de modération et donc d'obligations de moyens, et donc de dire exactement, que chaque plateforme dise exactement voilà, quels sont le personnel, les algorithmes, les moyens financiers qui sont mis pour la modération, et donc qu'il y ait des moyens qui soient vraiment mis en place. Donc ça, ce texte-là, il n'est pas encore sorti, mais en tout cas, il travaille beaucoup là-dessus. Et pour ce qui est de la loi française, donc dans le prochain texte là qui va être présenté de lutte contre le séparatisme, donc il va s'appeler, je pense, plutôt renforcement des principes républicains. En tout cas, le titre est en train de changer. En tout cas, il y aura un chapitre contre la haine en ligne qui a été demandé par le président de la République et le Premier ministre suite justement à l'attentat contre Samuel Paty, parce qu'on sait qu'il y a eu des appels à la haine qui ont été relayés sur les réseaux sociaux, des tweets et des choses qui auraient dû être retirées. Et donc, le président tient à ce qu'on continue à avancer là-dessus. Donc, il y aura des choses sur des obligations de modération, et les plateformes modèrent d'ailleurs. On l'a vu récemment,
YouTube, Facebook, etc. Ont fermé les pages Alain Soral et Dieudonné. C'était demandé depuis très longtemps par les associations, par les pouvoirs publics. La DILCRA elle-même fait des articles 40 régulièrement. Des articles 40, c'est le fait de saisir le procureur quand on a connaissance de faits qui sont illicites. Et donc nous, à la DILCRA, on a quelqu'un qui surveille en permanence les réseaux sociaux et le délégué interministériel Frédéric Potier saisit le procureur, fait un article 40 quand on voit des propos illicites ou des sites haineux. Et donc, on sait que Dieudonné et Soral, leurs sites, on en appelait à la fermeture des sites depuis longtemps. Donc, les sites sont toujours actifs. En revanche, leurs pages Facebook et YouTube ont été fermés, mais très récemment, alors que ça fait longtemps qu'on demande. Donc ça veut dire que les plateformes peuvent réguler et peuvent modérer, qu'elles le font. Un exemple récent aussi, c'était pendant la dernière élection aux États-Unis. Facebook a retiré pas mal de propos qu'ils considéraient des fausses informations, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils savent le faire, qu'ils peuvent le faire, sauf que c'est assez aléatoire. Je vous parlais du tweet de l'ancien Premier ministre malaisien. Ça a été beaucoup trop long. Par exemple, pour la vidéo suite au terrible attentat à Christchurch, on sait bien qu'il y a eu aussi des vidéos qui ont tourné énormément pendant beaucoup trop longtemps. Et donc, on sait que les plateformes le font, qu'elles savent le faire, qu'elles peuvent le faire, qu'elles sentent la responsabilité puisqu'elles retirent souvent ou qu'elles ferment certaines pages. Mais il faut maintenant, bien que on sache exactement quels sont les moyens et puis quels sont leurs rythmes de modération, de retrait. La loi Avia demandait 24 heures, 1 heure pour les propos terroristes, appel au terrorisme. Ça a été censuré, mais il faut vraiment qu'il puisse y avoir, parce que pour les retraits, par exemple, la loi 2004 dont je vous parlais impose des retraits aux plateformes, mais dans un prompt délai. Donc, c'est pas très clair, le prompt délai. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler et sur les obligations de modération et sur les retraits. Ok, sur un autre sujet, le fait que les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas aux frontières nationales et que c'est un problème qui est au moins européen. Tu as parlé tout à l'heure des efforts qui sont faits à l'échelle de l'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les initiatives qui peuvent être prises par la Commission, par exemple ? Alors c'est un enjeu évidemment européen parce que la haine, elle s'arrête certainement pas aux frontières. Toutes les grandes démocraties occidentales connaissent ce sujet parce que évidemment Internet, ça doit être encore le formidable jeu d'éducation, de connaissance, d'échange, etc. Mais partout, on connaît ce phénomène de la haine en ligne et d'incitation à la haine, d'appel à la violence, etc. On sait que des terroristes se sont radicalisés sur Internet et eux-mêmes avaient déjà exprimé, et ça, quand je parle des terroristes, c'est dans tous les pays occidentaux qui ont connu ce genre d'attaque, avaient déjà eux-mêmes diffusé des messages de haine sur Internet, donc on a pu retrouver après leurs actes. Donc ça, c'est évident que l'Europe, en plus, a un intérêt à le faire, mais a certainement une force de travail contre les plateformes, avec les plateformes aussi, mais en tout cas peut-être plus que les États séparés, parce que il y a eu la loi Avia qui a été en partie censurée, mais qui existe, qui a eu mérite en tout cas de lancer un débat en France. Mais il y a en Allemagne aussi, il y a une loi déjà aussi contre la lutte sur Internet. Donc qu'est-ce qui se passe en Europe en ce moment? C'est Thierry Breton, donc commissaire européen, qui prépare un texte, donc qui s'appelle le Digital Service Act, qui doit être présenté prochainement le 2 décembre pour être discuté ensuite au Parlement et qui donc a pour objectif de lutter contre la haine en ligne. D'ailleurs, ce qu'il dit, l'esprit du texte, c'est ce qui est autorisé offline doit être resté autorisé online et ce qui est interdit offline doit être interdit online. Et il n'y a pas de zone de non-droit. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression sur Internet que parfois, on est caché par l'anonymat, le pseudonymat, ce qui n'est pas le cas. Puisqu'on sait, et on en reparlera peut-être après, mais que avec des meilleures collaborations des plateformes de la police de la justice, on sait trouver des gens. Mais déjà, il y a cette impression. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de sanctions, de procédures judiciaires, etc., finalement, l'impression qu'on peut tout dire sur Internet. Non. C'est pas une zone de non-droit, donc le législateur français a essayé de faire quelque chose, mais en tout cas, le législateur européen va devoir travailler sur ce texte pour avancer et pour contraindre les plateformes à faire régner le droit justement sur Internet, c'est-à-dire modérer et retirer les propos illicites. Donc 2 décembre, ce texte va être présenté par Thierry Breton et la Commission européenne. Donc quand tu dis au Parlement, c'est au Parlement européen, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord.
Ok, donc si on continue sur ces dispositifs qui peuvent exister en France et en Europe, il y a eu pas mal de dispositifs de la première proposition de loi dont on a parlé tout à l'heure, la loi dite Avia, qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, et cette censure, elle a été motivée par un risque d'atteinte excessive à la liberté d'expression, et notamment par le fait qu'il revenait à des acteurs privés, c'est-à-dire les opérateurs des plateformes eux-mêmes, de définir ce qui était acceptable ou non. Dans ce contexte, comment on fait en sorte que l'État joue son rôle de contrôle de ce qui peut être acceptable ou non, sans verser dans la censure d'un côté et en préservant la sécurité des citoyens de l'autre? Alors, ce qui est sûr, c'est que le juge doit rester central, doit rester central, parce que évidemment, c'est le juge qui est le gardien des libertés et de toutes, d'ailleurs, des libertés individuelles, mais des grandes libertés. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, la loi ne voulait pas le retirer, et à telle enseigne, c'est que pendant la discussion de la loi, le gouvernement, la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet, a présenté cet amendement pour la création d'un parquet numérique. Je reviens un peu sur l'intérêt d'un parquet numérique. Ça n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. En revanche, il faut voir aussi à quel phénomène on a affaire. On parle de centaines, de milliers, parfois de centaines de milliers de messages haineux par jour. Je vous dis parfois parce que c'est très fluctuant. Par exemple, pendant les matchs de foot, il y a des flambées de messages haineux. Par exemple, pendant le concours de l'Eurovision, Bilal Hassani était candidat. Il a reçu à ce moment-là, mais il en reçoit toujours régulièrement, mais il en a reçu des centaines de milliers de messages, donc racistes, anti-musulmans, homophobes. Voilà, évidemment des appels à la haine, à la violence, etc. Évidemment, depuis, on en parlait tout à l'heure, depuis la crise sanitaire, flambée de propos complotistes, etc. On en a peu parlé parce que c'est vrai que ça ne venait pas sur le devant de la scène, mais il y a un racisme spécifique qui est un racisme anti-asiatique et qui est devenu extrêmement fort, notamment sur les réseaux sociaux, avec des appels à la haine récemment, avec le deuxième confinement, des appels à la violence contre les personnes asiatiques. Donc, tout à coup, on a une flambée de messages et on en a des milliers. Comment voulez-vous, même si on y met énormément d'argent, qu'on ait une réponse judiciaire qui soit suffisamment efficace et rapide? Il faut la rendre plus efficace, et c'est pour ça qu'on va parler du parquet plus numérique après que maintenant, ça c'est sûr, mais on n'aura jamais assez de juges qui seront là pour surveiller, pour saisir derrière, pour suivre des enquêtes et pour sanctionner. Donc c'est pour ça qu'il faut garder quand même, et que ce que proposait la loi Avia, une responsabilité des plateformes, une responsabilité dans la modération et dans le retrait. C'était pas du tout ne confier cette sanction contre les propos haineux, de ne le confier qu'à des opérateurs privés, puisque de toute façon la sanction, il n'y a qu'un juge qui peut le prononcer. Donc le fait de demander aux plateformes de retirer n'empêche pas qu'il faille signaler sur Pharos, qui est la plateforme du ministère de l'Intérieur, qu'il faille porter plainte, et en effet, que les policiers et les magistrats derrière se saisissent de ça. Ça, il faut le faire. Mais néanmoins, le fait de retirer, et c'était ce que demandait la loi Avia, et de responsabiliser les plateformes, de retirer les contenus, mais c'est déjà, ça permet qu'il y ait moins de viralité, qu'il y ait moins de visibilité. Il faut penser aux victimes. C'est-à-dire que derrière, quand il y a un tweet haineux, il y a des victimes qui, pendant des jours et des jours, eh bien, subissent ce tweet haineux. Et puis même quand on n'est pas victime, le fait d'être témoin de ça, quand on assiste, je suis désolée, quand j'assiste à une flambée de haine contre la jeune fille Mila, qui se prend des propos homophobes et sexistes et des appels à la haine et au viol, c'est pas moi que ça concerne, mais enfin, je pense que la société entière est victime de ça. Donc le fait de retirer rapidement, c'est quand même une responsabilité des plateformes. Bon, alors après, il faut un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut que les plateformes jouent leur rôle, évidemment, de modérateur et de retirer pour les propos. Alors à l'époque, on parlait de propos manifestement illicites. Voilà, quand je vous dis manifestement illicite, on en parlait tout à l'heure. Ça noir, ça l'arabe, appel au viol, on va aller te violer. Les Chinois, j'appelle tous les copains à aller taper les Chinois dans la rue et tout ça. Ça, il n'y a pas besoin de l'interprétation d'un juge. C'est manifestement illicite. Je pense quand même que les plateformes peuvent les retirer assez rapidement. Après voir les modalités, le juge constitutionnel a considéré que 24 heures, c'était trop leur demander. Mais je pense que les plateformes peuvent assumer cette responsabilité-là. Derrière, le fait qu'il faille quand même que la police suive les enquêtes, trouve les auteurs et qu'il y ait une justice qui se fasse, évidemment, ça, il n'a jamais été question de le retirer. Mais il faut que ce soit plus efficace, et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, les gens portent pas plainte parce que déjà on porte pas souvent plainte, donc il faut inciter beaucoup les gens à porter plainte quand il y a des messages haineux sur Internet. Et puis nous, je vous disais tout à l'heure que la DILCRA fait des formations auprès des magistrats, auprès des policiers pour tout ce qui est crime de haine, mais aussi propos haineux dans la vraie vie, dans la rue, voilà, mes propos haineux sur Internet. Et les sensibiliser, c'est leur dire, mais évidemment, quand quelqu'un porte plainte pour des propos haineux sur Internet, il faut prendre la plainte, il faut mener une enquête, il faut ensuite avoir un lien avec un magistrat qui serait spécialisé, et c'est l'intérêt du parquet numérique. Il faut être sensibilisé à ces sujets, et que les magistrats aussi, il faut qu'il y ait derrière des sanctions qui soient beaucoup plus nombreuses. L'intérêt d'un parquet numérique, donc comme je vous le disais, ça a été proposé par la garde des Sceaux de l'époque, Nicole Belloubet, ça a été confirmé par le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ça va, il y a une question de logistique, etc., mais ça va être mis en place là avant la fin de l'année 2020. C'est d'avoir des magistrats spécialisés qui sont centralisés, donc qui seront auprès du procureur de Paris pour toutes les affaires de numérique. Donc parfois, c'est moins complexe quand c'est des tweets ou des posts comme ça qui sont isolés. Même quand c'est anonyme, alors il faut être plus efficace dans les réquisitions. Je vous le disais que l'anonymat, ça n'existe pas vraiment, qu'on peut trouver les identités. Donc il faut qu'il y ait une meilleure collaboration entre la police et la justice. Donc le parquet numérique permettra ça, que la collaboration soit plus efficace. Il faut un meilleur travail aussi avec les plateformes. Le parquet numérique le permettra aussi. Mais parfois c'est complexe quand il y a vous savez, quand on chasse en meute. Parfois il y a des opérations de chasse en meute, justement contre une victime particulière, contre une personnalité publique. Parfois dans un collège des histoires, ou dans un lycée des histoires de harcèlement contre des jeunes, ça on le sait aussi. Et pour ça, quand on a tout à coup on est victime de milliers, une même victime de milliers de messages haineux, c'est bien aussi d'avoir des magistrats spécialisés pour pouvoir traiter de ces affaires-là. Donc le parquet numérique permettra d'avoir une meilleure réponse judiciaire. Néanmoins, il la faut, cette meilleure réponse judiciaire. On en a besoin pour lutter contre la haine en ligne. Ça, c'est la responsabilité de la justice. Il faut que évidemment elle soit assumée. Ça ne dédouane pas, et c'est pour ça, je pense que évidemment le Digital Service Act met l'accent aussi sur la modération, etc. Ça ne dédouane pas les plateformes de devoir faire leur travail de modération et de retrait. Ça n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, comme je vous le disais. La liberté d'expression, elle n'est pas absolue, et d'avoir des appels à la haine, d'avoir de l'injure et de la menace comme ça, visible, virale, etc. Ça n'est pas possible. Et voilà, il faut que chacun, si on veut avoir une vraie citoyenneté numérique, si on veut que ce climat de haine puisse diminuer, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui touche à titre personnel, et est-ce qu'il y a des affaires de harcèlement ou de haine en ligne qui t'ont touché, toi, impacté, toi, directement ou indirectement? Alors déjà, moi, c'est avant même d'être secrétaire générale à la DILCRA, ça fait partie des combats de ma vie. Moi, comme tu le disais, j'ai été élue, et ça fait partie de mes combats, de lutter en général. Alors je dis en général parce que il va falloir revenir là-dessus très précisément, de lutter contre toutes ces atteintes à la dignité humaine que sont le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, mais le sexisme aussi, par exemple. Et ce qui est important de voir, c'est vraiment que ce qui se passe sur Internet, c'est la vraie vie. On a été certainement débordé par ce côté virtuel et cette impression que tout à coup on pouvait aller au bout du monde et on pouvait faire et dire tout ce qu'on voulait. Non, c'est la vraie vie sur Internet. Techniquement c'est du virtuel, mais en réalité, si on lutte pour la fraternité en dehors d'Internet, on y lutte de la même manière sur Internet. Et en effet, moi, j'ai pu voir que c'était pas totalement le cas et que c'était pas efficace, et que donc c'est juste pas possible de ne rien faire. Et c'est vrai que lorsque j'ai été députée, il y a eu des flambées de violence, parce que remise de plus en plus en cause des élus, des institutions, etc. Et moi, je faisais un peu de médias, et assez rapidement, comme un certain nombre de mes collègues députés ou de ministres, par exemple Marlène Schiappa, elle a concentré à chaque fois qu'elle prenait la parole, mais une
une haine sexiste extrêmement caractérisée. Laetitia Avia, qui est une députée donc femme, qui cumule d'être femme et d'être noire, née d'une violence, des insultes à chacune de ses prises de parole. Ça a été d'ailleurs encore plus fort au moment des Gilets jaunes, parce que au moment des Gilets jaunes, il y a eu une radicalisation contre les institutions, contre ce qu'on appelait les élites parisiennes, contre les politiques, et d'autant plus quand on faisait partie de la majorité, mais aussi parce que les Gilets jaunes se sont beaucoup rencontrés sur Facebook, sur Internet. C'était beaucoup des gens, d'ailleurs ils le disaient, c'était une des revendications qui étaient très isolées et qui beaucoup se sont mis dans des communautés comme ça sur Facebook, et donc ont développé aussi comme moyen d'expression pas mal de haine en ligne et de raids comme ça, de prendre des victimes politiques et de raids numériques contre des victimes. Il se trouve que moi-même j'ai été victime à cette époque-là, puisque sur un plateau télé, et ça s'est mal passé avec un gilet jaune, et à la suite de ça, j'ai reçu des centaines et des milliers de messages haineux, donc qui étaient sur mes orientations politiques, soit, ça là-dessus il n'y a pas de problème, mais qui étaient d'une grande violence sexiste, d'une violence antisémite, avec des injures et avec des appels au meurtre, des appels à la violence, etc. Et donc évidemment c'est extrêmement douloureux à vivre, personnellement, humainement, donc je penser aux autres victimes, parce que c'est dur pour moi, mais évidemment je pense à ce que peuvent vivre des victimes qui ne sont pas des personnages publics et qui sont isolés, et qui sont, moi ça va, dans ma vie ça va, donc j'avais des gens autour de moi pour me soutenir, mais qui sont des gens parfois qui sont fragiles, donc quand je vous disais isolés, mais qui ne se sentent pas légitimes à porter plainte, mais j'imagine encore jeunes, parce qu'il y a des victimes qui sont extrêmement jeunes et qui peuvent subir ce genre de raids, peut-être pas aussi nombreux, parce que moi j'étais passée à la télé, mais je parlais tout à l'heure, dans des établissements scolaires, on sait qu'il y a des chasses en meute, de harcèlement contre des élèves, qui ont parfois poussé certains jeunes au suicide même. Donc évidemment, moi, j'ai voulu réagir, je suis allée porter plainte, et je me suis aperçue, j'étais face à un policier qui était de très bonne volonté, mais qui était lui-même un peu démuni devant ces milliers de messages haineux. Aujourd'hui, 2 ans après, il y a eu 3 procédures qui ont abouti. Donc voilà, moi je pense que je peux témoigner du fait que ça existe, que c'est douloureux, que il ne faut pas laisser passer, et que il faut en effet, voilà, moi je me sentais légitime et aller porter plainte, et parce que je fais de la politique, de le porter comme ça sur le débat public, mais il faut pouvoir le faire pour toutes les victimes de ce type d'attaque. Mais c'est pas seulement pour les victimes, parce que évidemment il faut que le préjudice soit reconnu, parce que c'est douloureux, parce que on n'a pas à se faire insulter ni dans la rue ni sur Internet. Mais ce qui est important aussi pour moi, c'est une espèce de mettre fin à un continuum de violence. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est pas grave une insulte sur Internet. Bon bah voilà, c'est sur le net, c'est pas grave, on passe à autre chose, etc. Mais si, parce que si on continue à laisser cette ambiance comme ça de laisser faire et de zone de non-droit sur Internet, qu'est-ce qui empêche après? Oh bah j'ai insulté quelqu'un, et puis oh bah j'ai vu des milliers d'insultes sur Élise Fagès, mais c'est une députée, elle a qu'à assumer. Ah bah contre un joueur de foot qui se fait traiter de pédé, de sale noire sur Internet, ah bah ouais, mais il a qu'à assumer, il joue au foot et puis c'est comme ça. Et puis contre un tel, bon bah alors après dans la rue, pourquoi pas, à la rigueur, eh ben on va insulter aussi n'importe qui dans la rue parce qu'on considère que c'est pas la bonne personne, que il a pas la bonne couleur, ou que il s'embrasse avec quelqu'un et que ça me gêne que 2 hommes puissent s'embrasser dans la rue. Bah finalement, puisque on a lu des insultes derrière des photos, il y a eu une période derrière des photos de mariage gay, il y avait des insultes et des insultes qui étaient proférées. Bah pourquoi pas aller les taper dans la rue? Et puis pourquoi pas ensuite passer à l'acte, prendre des armes et puis aller tuer des gens dans une mosquée ou dans une synagogue, ce genre de choses. Donc il est important, dès la première manifestation de haine, c'est un enjeu de cohésion, c'est un enjeu, je vous parlais de fraternité, ça n'est pas un vain mot, il est important de ne pas laisser passer dès la première étape. Donc voilà, si on est attaché à la fraternité, si on est attaché à la cohésion dans notre pays, et puis évidemment plus largement, on parlait de l'Europe, etc., c'est un enjeu essentiel de lutter contre la haine en ligne, parce que c'est le premier échelon
dans un continuum de violence qui peut aller très, très, très loin. Et ça n'est pas anodin du tout. Merci beaucoup pour ta réponse, comme d'habitude très franche. Aujourd'hui, au vu de l'ampleur du phénomène, des enjeux qui sont ceux de la liberté d'expression d'un côté, de la sécurité de l'autre, au vu de la portée internationale des réseaux sociaux, tu as mentionné tout à l'heure le tweet de l'ex-premier ministre malaisien, est-ce qu'on peut, dans un avenir pas trop lointain, raisonnablement espérer, sinon éradiquer, du moins réduire ce phénomène de haine en ligne? Est-ce qu'on n'est pas en présence d'une espèce de tonneau des Danaïdes qui se remplit plus vite qu'on ne peut le vider? Et est-ce que tout ça n'est pas accentué en plus par une forme d'inégalité de traitement entre d'un côté des plateformes qui sont simplement considérées comme des conduits et qui n'ont finalement que peu d'obligations, et des médias, des plateformes médias plus exigeantes qui dépensent beaucoup d'argent pour assurer la modération des commentaires, par exemple, sur leur forum de discussion? Ben non, mais tu vois, en effet, tu finissais là sur les journaux, les médias, etc., qui modèrent et qui sont efficaces, et parfois qui sont débordés. Parce que par exemple, lorsqu'il y avait eu la profanation d'un cimetière juif en Alsace, France 3 Alsace avait dû fermer sa page de commentaires tellement qu'ils avaient été débordés par des commentaires antisémites, etc. Donc ils font le job. Donc si en effet certains acteurs du numérique font le job, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et les plateformes, j'en parlais tout à l'heure, parfois le font aussi, en fermant les pages de Dieudonné et de Soral, en retirant des posts, des tweets qui sont dont on voit que c'est de la fake news, etc. pendant les élections, les dernières élections américaines. Ça veut dire que les plateformes peuvent faire le job. Donc non, c'est pas un tonneau des Danaïdes. Simplement, il faut voir aussi que derrière il y a quand même de l'argent qui est brassé, donc il faut aussi voir les objectifs de chacun. Je vous parlais d'un enjeu de cohésion nationale, de cohésion plus largement évidemment pour l'avenir de l'humanité. Tout simplement, on va pas se passer d'internet et on va pas se passer des réseaux sociaux. En revanche, il peut y avoir une censure sociale. Il peut y avoir une censure sociale, je veux dire, s'il commence à y avoir trop de violence et qu'on voit que les jeunes en souffrent, que ça crée de la violence physique encore plus forte, etc. Il peut y avoir une censure sociale des parents qui, à un moment donné, vont eux aussi beaucoup plus réguler et modérer l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis ce qui s'est passé juste avant l'attentat contre Samuel Paty, le fait qu'en effet il y ait cette flambée de violence sur Internet avec ces appels au meurtre, et on voit ce qui s'est passé. C'est la République qui est attaquée. On aurait mieux dû réguler ça et ne pas laisser se diffuser ça. Mais la société est extrêmement choquée. Moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet-là, mais on voit bien comment ça s'accélère, et on voit bien d'ailleurs que pendant le confinement, tout le monde s'est retrouvé encore plus qu'avant devant Internet, devant son ordinateur, et certainement a senti cette sensibilité qui est à la fois qui nous permet de vivre, qui nous permet de travailler, qui nous permet de nous cultiver et de nous échapper, mais on sent aussi cette tension et cette haine. Donc non, je ne crois pas que ce soit le tonneau des Danaïdes, je crois au contraire qu'il faut une responsabilité partagée des pouvoirs publics qui est essentielle, mais aussi des plateformes et aussi de chacun, des citoyens. Je disais tout à l'heure qu'il faut porter plainte, il ne faut pas laisser passer, donc il ne faut pas hésiter à saisir Pharos. À nouveau, je le dis, c'est la plateforme du ministère de l'Intérieur, et faire des signalements pour que Pharos ensuite puisse permettre d'avoir des actions, mais à porter plainte. C'est la responsabilité donc pouvoir public, c'est-à-dire police, justice, c'est la responsabilité des plateformes, c'est la responsabilité des citoyens, c'est la responsabilité aussi de l'éducation nationale qui travaille, notamment sur le cyber harcèlement, mais qui sensibilise les élèves. On le disait tout à l'heure, il y a des propositions qui vont venir dans la future loi pour renforcer les principes républicains, mais je crois qu'il y aura une proposition sur le fait de passer un permis Internet, c'est-à-dire que les jeunes au collège aient tous un enseignement sur l'utilisation civique d'Internet, et de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, quel est le droit, pour savoir qu'ils ne rentrent pas dans une zone de non-droit. Et donc je sais qu'il y a des associations qui sont très mobilisées pour préparer ce permis et qui seraient sanctionnées. Bon, ça, c'est parce que ça avance, parce qu'on découvre le phénomène, parce qu'on y travaille et parce que tout le monde a mis ça, sur le devant de la scène. La loi Vial a peut-être été
été en grande partie censurée, mais elle a permis à ce qu'on parle beaucoup de ça, même si tout le monde n'était pas d'accord sur les solutions, mais en tout cas, moi j'ai entendu tous les partis politiques dire ça ne peut pas durer. Donc si tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas durer, ça veut dire qu'on va nécessairement avancer sur les solutions et que, y compris lorsqu'il y a des enjeux de beaucoup d'argent, eh bien il y a des enjeux sociétaux qui sont me semble-t-il encore plus importants et voilà, et donc on va par la contrainte, par la loi, mais aussi par la bonne volonté, par la discussion, avancer évidemment. Merci beaucoup Élise pour cet échange franc, sans faux semblant et qui se termine sur une note plutôt encourageante. C'est un sujet qui est à la fois grave, essentiel, comme tu l'as dit, et passionnant. Et nous essaierons d'y revenir dans de futurs épisodes de ce podcast. Donc merci beaucoup à toi. Eh ben merci, à toi aussi. Vous pouvez donc nous retrouver pour ce type de podcast sur le site paroledeleader.com ainsi que sur LinkedIn, Facebook et toutes les grandes plateformes de diffusion de podcasts. Je vous dis donc à très bientôt sur Parole de Leader.